Moi, c'est pas spécialement les Shiva Sutras qui m'ont posé question dans le sens où j'avais déjà écouté quelques-unes de tes vidéos sur les Shiva Sutras et je trouve ça très dur d'accès. Mais après, ça l'est à raison, hein. Enfin, et que du coup, c'est pas tant ça qui m'a interpellée, mais plus tout ce que tu dis autour, en fait. Effectivement, le contexte politique, historique, l'émergence du shivaïsme au Cachemire, Hmm. et à quel point ça a pris de l'ampleur ou pas selon certaines régions, à quel point nous, en tant qu'Occidentales, on peut s'y reconnaître ou s'y fantasmer. Hmm. Et donc, en fait, je pense que c'est aussi cette partie historique-là qui m'intéresse, enfin, de comprendre comment ça a fonctionné et surtout comment ça a pu émerger historiquement. Ça a joué un rôle particulier, c'est un truc de contre-pouvoir, c'est un truc qui est beaucoup moins Alors c'est moins un truc de aristocratique. contre-pouvoir que le chevaïsme en général, en fait. Oui, oui, Parce oui, que c'est oui, oui, lié carrément. non pas à une paysannerie du sud de l'Inde ou au sadhou, qui sont Mm, les enfin, le terme de contre-pouvoir, faut pas s'y attacher non plus, mais qui sont les alternatives à une démarche de connaissance par rapport au monde brahmanique. Les alternatives typiques, c'est vraiment comme dans tous les pays du monde, hein. Il y a une paysannerie mm, qui vit sa vie et il y a des laissés pour compte qui vivent leur vie aussi, les sadhus. mm. Et donc typiquement, ce que j'avais nommé contre-pouvoir, c'était le shivaïsme en général. Oui, 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 Et en complètement. Non, mais nommant effectivement, donc bien sûr. des pratiques très chamaniques qu'on voit encore aujourd'hui dans le sud de l'Inde pratiquées aussi bien au pied des arbres sacrés que dans des processions en ville euh, au son du tambour, quoi, au son de tambours qui ont l'air tout à fait limite africain, quoi. Bon, déjà, les gens sont très Mm. sombres de peau dans le Tamil Nadu ou quoi, mais Parce que du coup, c'est ouais, issu du sud de l'Inde. Ok. je ne sais pas. Je ne sais pas d'où est issu le shivaïsme parce que c'est à partir de... Si, je sais d'où est issu le shivaïsme. C'est issu d'une relecture des Védas. Les Upanishads védiques cherchent à éclairer les Védas durant 1500 ans. Puis les Mm. darshanas que nous avons abordés avec les Yoga Sutras et avec pas mal de notions des Samkhya-Karika que je vous ai données, éclairent aussi le monde védique, mais en passant par des antisèches, des sutras, des darshanas, des textes courts, Oui. qui ne sont que des antisèches. Là où les Upanishads, en général, sont un peu plus littéraires dans le sens où elles font intervenir souvent le dialogue entre un maître et son élève. Mm. Tu vois, donc on a un tableau comme ça jusqu'au début de notre ère. Et après le début de notre ère, bon, concomitamment à ça, au début de notre ère, tu as de grandes épopées. Le Mahabharata étant le plus connu, dont il y a un extrait, la Bhagavad Gita, a été raccordé à l'enseignement principal dit de la Shruti, mais que moi je nomme enseignement de yoga pour faire court, quoi. Bon. Mm. Tout de suite après, donc ça c'est le pouvoir brahmanique en fait qui s'exprime ainsi pendant 1500 ans. Enfin, tu vois, c'est affreux les caricatures que je peux faire je me vois Oui, c'est réciter pas quelque aussi chose que j'ai appris à la monolithique, Sorbonne, c'est mais que pas. j'ai intégré, que j'ai vu aussi. En... Oui, c'est pas aussi, c'est pas un bloc, c'est pas Mais non, monolithique. c'est 15 Mais siècles. oui, oui. C'est le dé... Ouais. C'est pas monolithique tout ça. C'est déjà touffu. C'est déjà touffu. Mm. Et moi, ce que j'ai repéré comme problématique générale, c'est que l'enseignement n'est jamais entendu. Alors il faut faire des Upanishads. Alors il faut faire des darshanas. Alors il faut faire des épopées pour, de façon très
théâtrale et narrative, donner cet enseignement au plus large de la population pour faire religion. Là je suis toujours entre l'Antiquité et le début de notre ère. Mais donc, à partir du début de notre ère, ça continue tout de suite. L'enseignement n'est jamais entendu. Jamais. Ce qu'on appelle shivaïsme, c'est une, une tentative à partir du 3e et 4e siècle, visible dans les textes. Une tentative de revenir vers Rudra. Et parce que Rudra, dans les Védas, dans cette très grande tradition, au sens le plus large, Sanatana Dharma, quoi, hein, qui existe encore aujourd'hui. Rudra, c'est le rouge dans les Védas. C'est la puissance absolue qui fait exploser les volcans et qui fait le sang, le nôtre et celui des animaux, qui fait un éclair qui foudroie un arbre. Et tout ça, c'est le rouge. Et donc, dans les Védas, et ces Upanishads, il y a une importance de ce Rudra, qui est qu'on appelle aussi Shiva. Parce que Shiva, ça veut dire, dans le sanskrit védique, le bienveillant. Et donc c'est complètement paradoxal parce qu'il y a quelque chose de terrible et puissant qu'on appelle Rudra, mais il est nommé le bienveillant. Sous-entendu, moi brahman, moi chaman, moi prêtre védique, moi sadhu, je suis l'ami de ce Rudra, alors je le nomme bienveillant. C'est un désir intime aussi bien peut-être une frime auprès des autres. C'est les deux à la fois. Eh bien, il y a tout de suite des tantras. D'ailleurs, ce Shiva, le shivaïsme vient de là, de ce désir d'être en infinité la plus intime possible en tant que chaman, avec la puissance, mais qui fait couple, qui fait doublon avec la déesse, avec la Prakriti, dont le nom est Shakti, la puissance. C'est comme ça, il y a tout ça. Il faut se mettre dans la peau d'un chaman, parce que cet enseignement est fait pour ça à l'origine, est fait pour s'en sortir en tant que chaman, pour ne pas être un imposteur, pour être quelqu'un de vrai. Parce que les rituels védico-chamaniques, ils sont opérants quand le porteur de parole est vrai. Et comme il y a un pouvoir politique qui s'institue, la vérité est corrompue, elle est instrumentalisée, le rituel est dévié vers le pouvoir et des petites préoccupations temporelles, c'est corrompu. Alors l'enseignement n'est pas entendu. Il faut tout redire. Et si tu veux, c'est tout l'enseignement. C'est pour ça qu'on dit Sanatana Dharma, le dharma perpétuel. Le dharma qui est toujours à recommencer. S'il y a une tradition, avec un T majuscule, comme certains en parlent, quoi. Bon, moi aussi du coup, s'il y a une tradition, c'est une tradition de on n'entend jamais, alors on est obligé de redire. Donc dès le 3e siècle... Sanatana Dharma, ça veut dire... Tu peux répéter Sanatana, c'est quelque chose de perpétuel. Et Dharma, c'est ce qui porte de l'intérieur ce qui se manifeste. Ce qui soutient le monde. Ce qui soutient le monde, que moi je nomme souvent cohérence. Cette puissance. Dharma, c'est déjà l'association... Pardon. Oui, non, juste l'idée derrière Sanatana Dharma, c'est que de toute façon, c'est un questionnement perpétuel. L'enseignement n'est jamais entendu, il faut toujours le redire.
Et c'est ça qui fait cette foison d'enseignement, mais il n'y en a pas tellement. Regarde, regarde la dimension temporelle. En 1500 ans, bon, bah, t'as les Védas, t'as les Brahmanas, les Aranyakas, les Upanishads anciennes, les Darshanas et les épopées. Bon, pas énorme pour 1500 ans. On dit toujours corpus énorme. Non, c'est pas énorme. Alors après, il y a aussi des textes religieux que je n'évoque pas, parce qu'ils sont clairement religieux. C'est pareil, il n'y a jamais de séparation entre les religieux. On dit religieux, c'est politique, hein. La Oui, oui, religion, c'est complètement. le nom Surtout dans ancien une pour société politique, pour faire société. avant les États-nations, c'était la religion Oui, avant la République, avant la qui dirigeait, en fait. démocratie, oui, avant la séparation Bien sûr, bien de sûr. l'Église et de l'État, une espèce de concept très théorique, c'est pas vrai, voilà, nous on vit là-dedans, donc on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga qui Oui, guident oui. le monde, pas du tout. Ça fait pas très longtemps que c'est le cas. Ah ben non, 1905, c'est tout, Ouais, ouais, carrément. ouais. Ou même, non, mais je veux dire le concept d'État-nation, même le concept d'État-nation, il date il y a très peu de temps quand même. Oui, et surtout pas en Inde, parce que comme Actuellement. c'est un sous-continent fait de En royaumes, plus. Oui. Ouais. alors là, vu la taille du territoire, il n'y a pas d'État-nation. Et du Si, coup, l'État-nation indien est advenu en 1947 avec le socialisme. Et tu as vu ouais, l'expulsion des musulmans vers le Pakistan, enfin un bordel, ouais. n'importe quoi. Et du coup, c'est quoi la corruption qui a été la plus vue? Enfin, en fait, donc, si je comprends bien, C'est tout le temps. le shivaïsme est né de ça, et suite à ça, il y a eu un besoin d'écrire les Shiva Sutras de manière Oh là à... là, non, moi j'étais seulement au deuxième, troisième siècle. Il y a des Ah, d'accord. tantras, il y a les premiers tantras shivaïtes Les tantras, qui, d'accord, ça commence avec des tantras shivaïtes. oui, Shivaïtes. oui, et donc ils sont des émanations, pour être caricatural, parce que c'est des lettrés qui écrivent des textes. Et les lettrés à l'époque, c'est rare, hein. Bon. Mais il y a Mm. quand même une émanation d'un tiers monde. Tu veux dire pas dans les textes? Ouais. Non, dans la réalité, ces tantras émanent d'un tiers monde. Même s'ils sont écrits par des lettrés. Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est toujours vrai. C'est quelque chose Mm. qui est difficile à comprendre pour nous, mais c'est une évidence. C'est pareil pour le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est un Mm. truc de sadhu, mais la secte des yoginath, c'est des sadhus qui ont réussi, qui sont devenus riches et lettrés. Et donc la Hatha Yoga Pradipika ou la Gheranda Samhita, euh, bah, voilà, c'est ce même paradoxe, tout le temps. Mm. Donc si tu veux, là on est dans l'essence de... Pour moi, ce qui est important, c'est cette idée shivaïte. Donc c'est une façon toujours de revenir aux sources, de revenir à ce qui est euh, toujours vrai, qui est perpétuellement vrai. Perpétuellement, c'est dévoyé. Perpétuellement, il faut le redire. Mais tu ouvres un livre d'histoire de chez nous, c'est exactement ça qui se passe. Oui. C'est pas du tout spécifique au yoga ou à l'Inde, c'est la marche du monde. C'est les cycles. Les deux polarités du cycle, c'est vérité, imposture. Et il y a quelque chose du désir d'être vrai qui avance comme ça. Hein, nos livres d'histoire racontent ça. Nos guerres, et voilà, c'est... Mm. Et quand tu regardes une épopée indienne ou grecque, c'est le thème, en fait, c'est la thématique. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Et moi, je me sens très shivaïte. Pourquoi ? Parce que je fais partie du tiers monde ou du quart monde, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je fais partie des franges, si tu veux,
des marges, de la marge de notre société. Mais moi aussi, tu vois, en fait, je suis un lettré. Il se trouve que je suis un lettré, relativement, Hmm. par mon ancienne profession de reporter, nanani, nanana. Voilà. Et je me suis inspiré aussi par des lettrés. J'écoutais, là est revenu dans mon circuit, parce que je passe mon temps à parler à gauche à droite avec plein de gens de cet enseignement. Et Mark Singleton, un prof Hmm. Ouais, je vois qui de c'est l'université de beaucoup. Londres, est revenu il y a une conférence qu'il a donnée, je ne sais pas combien de temps, son bouquin 2010, hein, traduit en français en 2020. Et entre les deux, il y a une chouette conférence qui est peut-être en ligne depuis 7 ou 8 ans sur YouTube, où il exprime bien. Moi, il y a beaucoup de choses que je raconte. Mark Singleton, par sa simple présence, m'a donné l'autorisation de, pour partie, parler comme je parle, parce que sinon, j'aurais peut-être pas osé. C'est-à-dire, Bah, Mark Singleton, par son travail d'universitaire, avec un humour très british, assez grinçant, fait, fait, fait l'histoire, hein, c'est un historien à la base, fait hmm. l'histoire de ce qu'il appelle le yoga moderne. Ouais, je l'ai lu ce livre. Ouais, bah, Mais du coup, en quoi tu t'es senti, ça t'a donné l'autorisation de parler, entre guillemets? parce que tu as quelqu'un qui donne l'exemple. Donc moi, j'ai emboîté le pas. Je raconte pas la même chose que lui, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées. Mais je n'ai pas. C'est-à-dire, Mark Singleton, il est extérieur. Il est prof de fac, donc il est pas intérieur à l'enseignement du yoga. Même, Hmm. il est prof de yoga chez Hmm. Iyengar, hein, je crois. Il a passé les bons. Mais c'est pas sa vie. Hmm. Lui, il est prof de fac, donc il surplombe, il regarde de l'extérieur un objet, et je trouve qu'il est très riche d'intuition, il voit. Tu vois, Hmm. c'est un voyant, quoi. Enfin, il voit. Il essaye de raconter, avec des preuves scientifiques, hein, parce que c'est un scientifique, c'est un historien, très bien. Donc, il donne du grain à moudre. Ben voilà, formidable. Donc, pour moi, ce qui m'inspire, ce n'est pas le grain qu'il donne à moudre, c'est juste le fait qu'il existe. Je Hmm. raconte pas la même chose que lui, je passe pas par les mêmes endroits. Je ne vais pas te parler de trois plombes de Vivekananda. Pour lui, c'est très important. Moi, je m'en fous de Vivekananda. Voilà, on passe pas Hmm. par les mêmes endroits. Parce que moi, je suis un marginal qui, qui cherche à dire que pour que le monde tourne, ben, il faut des gens comme moi. Hmm. Ça veut dire des gens marginaux. Ben, il faut qu'il y ait une certaine possibilité de la marge, parce que je Ah, mais pense moi, que je suis complètement d'accord avec ça, c'est hein. un enrichissement de Hmm. l'humain, de l'humanité, de la société. Même au niveau de Hmm. la société, même au niveau religieux et politique, c'est important. Une société qui n'intègre pas ses marges, bah déjà c'est la définition d'une société totalitaire, et c'est une société qui est malade. Une société qui va Ah oui, oui, bien, et il complètement. y a une forme de générosité, quelque chose qui est englobant, et les marginaux peuvent trouver leur place. Et ça, je ne l'invente pas, c'est parce que je suis un enfant des années 80, 70 même, et que j'ai connu dans mon vécu des périodes où les marges avaient droit de citer, je vois que ça se resserre. Enfin, tu vois, donc moi je suis dans quelque chose de très politique, mais c'est parce que j'ai trouvé dans cet enseignement de yoga, moi j'ai trouvé une ressource physique pour moi d'abord, comme la plupart d'entre nous. Hmm. Donc un Hmm. truc qui n'a pas forcément de rapport avec la tradition de yoga, justement. Mais un peu Ouais. quand même. Tu vois, dans un entretien que j'ai fait avec mon amie Ève, il n'y a pas longtemps, on a essayé de le dire. Voilà, bon, enfin bref. Donc tu vois, cette histoire de Et, shivaïsme, ce qui est important, c'est que c'est une alternative des marges, toujours. Voilà. hmm. Et ça Moi, commence tout de suite. je suis vraiment, enfin, ça me parle beaucoup. Et en fait, ça me fait penser à un truc.
quand on faisait les Yoga Sutras ensemble, Hum, je lisais un livre à l'époque qui s'appelle Révolté d'une anarchiste hum. russe, pardon, Ah oui, qui tu en as s'appelle parlé déjà. Eugenia. Hum, Oui, bon, son nom il est super dur, hein. C'est Yaroslavkaya Markon, quelque hum, chose comme ça, plus ou moins. C'est hum, un petit bouquin de 170 pages. Et c'est en fait c'est son autobiographie qu'elle a écrit elle-même en prison sur du papier toilette. Enfin bon, déjà il y avait peu de femmes lettrées, encore plus prisonnières, encore plus anarchistes russes qui. Enfin, ce que je veux dire c'est que c'est quand même très précieux hum, comme écrit quoi, hum. parce que c'est un concours de circonstances, enfin, un concours un faisceau de trucs qui est quand même assez rare. Et en fait, elle, son discours, c'est exactement ce que tu viens de dire. Enfin, j'en avais déjà parlé, mais parce que Hum. c'est fou à quel point c'est exactement ça, quoi. C'est cette volonté de toujours. Enfin, elle vient d'une famille aristocratique et elle quitte sa famille aristocratique à 15 ans pour rejoindre entre guillemets les marges Hum. et le lumpé prolétariat et la vie entre guillemets de bandit, pas en l'exotisant ou pas en disant je veux être un bandit ou enfin c'est pas du tout ça le concept derrière, c'est tout le politique de vivre à la marge et de créer des alternatives Et donc, enfin bref, d'amender la société. exactement, c'est ça. Mais Oui, oui. c'est le rôle des, enfin, c'est les artistes. Il y a ces polarités dans l'art très fort. Il y a les artistes qui suivent le fait du prince, que qu'on soit à Mm. la cour de Louis XIV ou à l'époque de Mitterrand et de Jack Lang, c'est pareil, hein, c'est le même phénomène. Et il y a les artistes qui cherchent à amender quelque chose d'une autre façon, Mm. de la marge. On a besoin des deux. Une société en bonne santé brasse tout ça. C'est l'inverse du Complètement. totalitarisme. Le totalitarisme, c'est un désir d'uniformité. Et la vie est multi-expressive. Regarde le Mm. nombre d'insectes, de poissons, d'oiseaux Oui, c'est clair, qui font des œufs dans c'est leur clair, c'est clair. ventre, des œufs en pierre. C'est un truc qui Et du m'hallucine coup, avec les poules. Les poules font des œufs. C'est-à-dire, à l'intérieur de leur ventre, bah oui. elles produisent de la pierre pour faire Bah la et oui, oui, coquille. bien Non, mais sûr. c'est complètement hallucinant. Comment elles font? Ouais. Bah, je pense que les règles des femmes, c'est pas très très éloigné des menstruations des poules, hein. Peut-être. C'est la même idée, hein. Mais c'est quand Ah, même moi, je pense dingue. que Si c'est tu la veux, même la idée, vie hein. fait ça. Mm. Bon, Mm. ben voilà. Et comment ça a été reçu, le shivaïsme, enfin, en tout cas, ce courant de pensée, ou c'est pas, Ben, je c'est sais un pas, un courant de perpétuel pensée, mais c'est pas recommencement un- qui est parfois. Il y a des moments de l'histoire, c'est comme chez nous, hein, il y a des moments de l'histoire où ça a droit de citer et des moments de l'histoire où c'est en très forte opposition à un pouvoir qui cherche à englober tout. C'est perpétuellement en mouvement, ça. C'est comme la démocratie. La démocratie, c'est une idée conceptuelle, c'est un idéal. Mais il n'y a pas un bouton on-off. En fait, on est dans les milliards de nuances entre les polarités totalitaires et démocratiques. Ben, on passe par toutes les nuances possibles et imaginables. On n'est jamais en Mm. démocratie et on n'est jamais non plus complètement soumis à un totalitarisme. Jamais. Hannah Arendt est Mm. pour moi la personne qui en parle le mieux de ça. Mm. Complètement. Voilà. Donc, Et donc le suivisme du Cachemire, bon, c'est très particulier. oui, bon, c'est moins important que ce qu'on est en train de dire. C'est euh, encore un phénomène des 9e et 10e siècles où, dans un petit pays du Piémont himalayen plutôt riche de son eau et de ses pâturages, comme la Suisse, je fais toujours cette vanne, parce que c'est vrai, et comme la Suisse produit une, une, une aristocratie qui s'empare de cette forme, enfin de cette posture en fait, de cette assise shivaïte pour en faire quelque chose
à sa sauce, à ce moment-là, dans cet endroit-là. Mais il n'y a rien de particulier. S'ils ont fait fort au niveau écrit, parce qu'ils ont été très loin eux, ils ont repris l'alphabet, carrément. Ah bon? Ah oui, Ok. ce que fait les Védas déjà. Mais ils ont fait Donc en fait, ils ont été très forts parce qu'ils ont fait des écrits, ils ont produit des écrits reprenant les idées du shivaïsme. Ça. reprenant les idées védiques intégrées au shivaïsme, parce qu'en fait, à cette période-là, d'après les dires de l'intellectuel, du sage intellectuel le plus connu de cette époque, qui est Abhinavagupta, d'après ses dires, il y avait quelque chose de très totalitaire du côté des brahmanes et un deuxième truc totalitaire aussi du côté des écoles bouddhiques. Et donc il y avait, selon les tenants de ce shivaïsme du Cachemire, une urgence à redire à neuf la tradition, enfin, la réalité. Sans le totalitarisme brahmanique ou Ni bouddhique. brahmanique, ni bouddhiste. Donc Hmm. et En eux, fait, oui, pour comme ils s'en avaient des affranchir. moyens, ouais. Attends, je termine juste ma phrase. Comme ils avaient des moyens, eh ben, ils ont fait le job de redire ce qu'est un rituel vrai en commençant par redéfinir l'alphabet du sanskrit. Ils ont tout refait. Hmm. Les Upanishads le font déjà à leur façon, les Upanishads anciennes. La Taittiriya Upanishad fait quelque chose comme ça, bon, différemment, en lien avec les éléments, c'est différent. En lien avec le soleil, les astres, la terre, les Mahabhutas et tout ça. Dans la Taittiriya Upanishad, c'est très puissamment évoqué. C'est une Upanishad qui doit être méditée et pratiquée au contact des éléments, je trouve. Moi, la Taittiriya Upanishad, par exemple, qui est donc une Upanishad védique, qui est peut-être du 8e siècle avant le début de notre ère, c'est une des deux plus anciennes, une des quelques. Je me demande si c'est pas la plus ancienne. J'ai un doute. Mais très ancienne Upanishad, elle m'a donné envie de m'asseoir dehors de façon régulière et avec l'intention d'entrer en rapport au froid, au soleil, etc., aux éléments. Hmm. Hmm. Et en pratiquant ça, c'est vrai que je l'ai mieux entendu. Elle m'accompagne encore, hein, pas rien de résolu, mais elle propose de faire cette étude en acte, de mener ces expériences avec les éléments. C'est un truc de chaman, hein, vraiment, je redis encore. Hmm. Donc dans la forme shivaïsme du Cachemire, 9e, 10e siècle, dans les comment dire, les l'intelligentsia, mais c'est pas dans l'aristocratie du Cachemire, ben, ça prend une forme particulière. Dans ces eaux-là, nous, on a les amours courtois Hmm. en Europe. Ouais. Hmm. Bon, ben là, il y a quelque chose. On sent une certaine courtoisie, une grande courtoisie, une grande poésie aussi dans les textes du shivaïsme du Cachemire. C'est ces époques, hein, que ce soit en Europe ou en Inde. Il y a des rythmes de la planète et des humains. L'Inde et l'Europe ne sont pas très éloignés. Hein. Il y a le Moyen-Orient, Hmm. t'es au Pakistan, boum, t'y es. C'est vrai, hein, c'est pas. Tu peux te dire que les humains, Oui, ils ont c'est loin, voyagé. mais Hein. effectivement. Oui, c'est clair. Non, mais vraiment, À l'échelle du monde, mais ça se voit. effectivement, facilement. N'oublie pas que nous avons un alphabet sanskrit. Hein, l'alphabet latin vient du Hmm. sanskrit. Hébreu, arabe, c'est le même. Hein. Ouais. Mais le plus ancien, c'est la version sanskrite. Donc, après ça, il y a des raisons aussi Et du coup, Ouais. c'est marrant que ça a été repris. J'ai l'impression que tu disais du coup que ça venait plutôt du sud de l'Inde et que ça a été repris et
popularisé Tu vois, dans l'Inde. je citais le sud de l'Inde pour un Moyen-Âge tardif et pour la période actuelle. Mais Ah, d'accord. ce que je raconte là n'est pas spécialement lié au sud de l'Inde du tout. Oui, parce que le Cachemire, par exemple, c'est au nord. Ah, c'est totalement au nord et en plus dans les montagnes, Mm, enfin dans le Piémont. Bon, après ça, il y a mm. des travaux archéologiques, notamment grâce à la génétique archéologique qui sont en cours, mais l'État indien, sauce Narendra Modi, s'oppose aux Sans recherches. blague. Oui, parce que il y aurait des intuitions récentes comme quoi c'est plutôt au centre, disons dans les latitudes centrales et au niveau des tropiques, qu'il y aurait, enfin tu vois, au niveau des races les plus anciennes en Inde, ce seraient des personnes, oui, des types humains génétiques qui viennent plutôt du sud-est asiatique. Bon, ça, Mm. tu penses bien qu'un État comme l'État indien actuel ne Ouais, veut c'est pas clair. entendre parler de ce genre de truc. C'est pas, c'est Donc pas trop leur les, vocation. les études archéologiques qui étaient en bon chemin il y a 10-15 ans sont stoppées complètement. Narendra Modi, Mm. c'est en 2014 qu'il est arrivé. Je vois. C'est Ouais, assez ouais, récent. effectivement. Bon, Mm. après, regardons encore Angkor au Cambodge. Shivaïsme total. Bon, mais ça, c'est du Mm. Moyen-Âge tardif. Ah, ça Mm. c'est complètement shivaïte. Une société très technologique avec une maîtrise de l'eau complètement dingue, des, des prouesses architecturales enfin, et guerrières, etc. Bon, enfin, Mm. les choses circulent beaucoup. Voilà. Et donc, voilà, moi, je m'en fiche, en fait, sud de l'Inde, machin, parce que tout ça, la science ne sait pas. Oui, oui, Donc, oui. Ouais, ouais. Non, mais c'est juste drôle parce que tu as parlé du sud de l'Inde et là, on est au Cachemire et donc c'est quand même oui, pas à côté, quoi. Mais j'imagine bien que ça circule, évidemment. Ouais. ça circule. Mais c'est pour, je te disais ça pour une mise en garde de plus. Le shivaïsme du Cachemire, c'est très particulier. Mm. Et la particularité la plus évidente pour nous, c'est qu'ils ont beaucoup écrit parce que ils avaient des moyens Mm. financiers et intellectuels pour écrire. Donc voilà, ça a beaucoup produit, donc c'est parvenu jusqu'à nous. Mais Ouais, ce que les Khmers du Moyen Âge faisaient, on n'en sait rien. ouais, ouais, ouais. Ils n'ont pas laissé grand-chose en texte. Oui. Enfin, où ça a disparu. Enfin, tu vois, on ne sait même pas. On ne parvient pas à se poser la question, ni historiquement, ni archéologiquement. Donc là, on a un truc, bon, voilà. Mais pour nous, bah, pour un aventurier d'aujourd'hui, c'est un peu bête de se braquer, enfin, comment dire, de se faire un fall in love euh, Mm. Oui, avec je spécialement suis le plutôt d'accord. shivaïsme du Cachemire, parce que c'est très fantasmagorique tout ça. Hmm. Oui, oui, sincèrement, moi, j'en avais pas vraiment entendu parler avant et c'est plutôt toi qui en as parlé, mais je pense que tu D'accord. parlais du shivaïsme en général d'ailleurs, hein, pendant les Yoga Je Sutras fais et ça toujours m'avait. attention, mais tu vois, là j'essaye de te montrer la différence entre shivaïsme en général et shivaïsme Ouais. du Cachemire en particulier. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une Et puis en inversion. plus, Le shivaïsme du Cachemire redevient une autorité mainstream parce que c'est une oui, aristocratie. Alors que dans oui. le Tamil Nadu, euh, Hmm. tu as des gens noirs de peau qui font des processions de malades au tambour aujourd'hui. Hmm. Les deux s'appellent shivaïsme, mais c'est pas la même chose. Le point commun, c'est se sentir alternatif, se sentir en marge et parler à partir de là.
Là, le shivaïsme du Cachemire est très shivaïte. Voilà, en tant que Suisse. Ouais. Donc, j'espère que je te fous pas le bordel avec mes blagounettes. Mais Ah non, je non, trouve non, ça c'est très assez clair. parlant, quoi. Tu vois, Ouais, c'est parlant, quoi. ouais. Alors maintenant, les, les gourous français du shivaïsme du Cachemire, moi, j'y arrive pas. Ouais. D'accord. Bah, J'avoue, je connais pas du tout. tu tapes dans YouTube, tu trouves tout de suite. Ok. On dit souvent qu'il y aurait des ressemblances avec la mystique chrétienne. Donc voilà, ça excite les gens. Ouais. On cite Abhinavagupta et Maître Eckhart. Mais tout ça, c'est du parisianisme d'une certaine façon. Hmm. Et moi, un truc qui m'avait marqué quand on faisait les Yoga Sutras et que t'en parlais, tu reliais ça beaucoup avec le fait d'aller voir le monde, Oui. d'être dans le monde, de participer au monde, et Mm. je vois assez facilement le lien qui peut être tissé entre Ouais. ce que tu as dit juste avant. Donc, C'est-à-dire, c'est je parlais à sortir partir d'un de délire marge. totalitaire en retournant dans l'expérience. Bon, ça, Hmm. dans le shivaïsme du Cachemire, c'est leur truc. Et c'est excellent. Bon, après, Hmm. c'est à double tranchant. On se perd dans l'expérience aussi. Mais là, on parle à des intellectuels. On leur dit non, mais faut se sortir la tête, hein. Et on appelle Hmm. ça le grand bain. Il y a Ouais. pas le grand bain, pardon, le grand lac. C'est moi qui dis le grand bain parce que c'est une traduction, c'est encore une blagounette. Le grand bain, c'est là où on a Le grand lac. papier. Oui, mais en sanskrit, c'est le grand lac. Donc Mais de quoi tu parles? l'évocation du grand lac, c'est plonger dans le réel, dans le shivaïsme du Cachemire. L'évocation du grand Du lac. terme grand C'est... lac, qui est récurrent. D'accord. Dans C'est, le shivaïsme, le terme grand lac est dans le utilisé shivaïsme du comme... Cachemire, le terme grand lac, Ouais, l'océan si tu veux pour l'image, c'est oui. symbolique de cette aspiration à embrasser la réalité comme chemin vers le Hmm. réel. Donc le shivaïsme du Cachemire utilise beaucoup cette C'est bien. image, mais c'est plus qu'une image, c'est une démarche, Ouais. l'expérience. Mais parce que ça s'adresse à des intellectuels beaucoup. Des intellectuels pas forcément dans le bon sens du terme. Alors on leur parle comme ça. Hmm. Hmm. Mais ces conseils de gourou, finalement, ne sont pas à répéter hors contexte. Hmm. Il y a des gens, il faut qu'ils arrêtent de se Après, perdre. c'est vrai que c'est une métaphore, Oui, c'est une métaphore qui est donnée c'est une dans un belle métaphore très contexte. parlante quand même, hein. Oui, oui, Hmm. mais Mais qui est c'est marrant donnée. parce que ça a très vite, enfin comme tu le dis comme ça peut très vite avoir un truc un peu universel, même si je vois bien que c'est Oui, pas le cas. très vite, ça peut Mais être un truc qui veut rien dire sauter ou dans le qui est grand bain, contre-productif parce qu'il y a des gens tout le qui monde sont comprend, complètement quoi. dispersés. Tu leur dis Ah bah oui, c'est sûr. plonge dans le grand lac, enfin plonge dans l'océan, dans le grand bain. De toute façon, ils sont complètement éparpillés. Il ne faut pas leur dire ça. Il y a un Hmm. contexte toujours dans un enseignement. D'abord, que comme Oui. dans un roman, hein, on te pose un cadre et à l'intérieur du cadre, on donne l'enseignement, c'est-à-dire une façon d'être vrai, toujours. C'est-à-dire d'être vrai dans le sens de cultiver ce pouvoir d'être en relation vraie. Être vrai en tant que personne, en tant que moi, ça n'a d'intérêt que pour être écoutant, pour être voyant. La démarche de yoga, shivaïsme, pas shivaïsme, en vérité, c'est toujours ça. Mais c'est jamais entendu.
tout cas, c'est beau. Et ça doit être difficile. Oui, Et je pense que ça a c'est l'air d'être simple, le mais chemin le c'est plus difficile difficile. puisque c'est un idéal. On Mm, n'y arrive jamais. mm, Mais tendre vers un idéal, c'est déjà s'être transformé. On n'y mm. arrivera jamais à cet idéal. Mais y tendre, c'est un pas derrière l'autre. Voilà, je suis transformé parce que mon désir est orienté vers le réel. Ouais. Mm, Mais mm. maintenant, si ça t'amuse d'augmenter comment dire, ton savoir de ce que racontent les gens, tape Shivaïsme du Cachemire dans YouTube, tu repères les 2-3 Mhm. personnages. Tu parles anglais? Ouais, Si tu comprends facilement l'anglais, t'as aussi des trucs en anglais. ok. Bah Et ouais, je vais regarder. ouais. Si je tape sur YouTube et que je regarde des vidéos comme ça un peu au vif. Ah bah, avec toute l'intuition, enfin, tout le discernement, Oui, bah on peut pas. déjà à la tronche des Ouais. gens, tout ça quoi, comme on fait, comme on fait toujours. Mais non, Ouais. mais c'est vrai. Je fais exprès de pas te donner de Oui, nom, ah oui, non, mais c'est plus rigolo, tu je vois, suis d'accord. que Hein. tu fasses ton. Il y a un mode enseignant où on donne les clés à la personne qui vient Ah, mais je travailler me rappelle hein. très très bien. Tu avais fait une métaphore, Pandit et gourou. Je me rappelle Oui, c'est très bien. ça. Gourou, thèse. Je me rappelle très très bien Oui, de ça. Ça oui, m'avait beaucoup marqué. ouais. Parce que je trouve que c'est très parlant. Et en Quand fait, une il faut fois les deux entre modes. Pandit et un gourou. Ouais, il faut rencontrer les deux styles de personnes. Il faut voir un peu Ouais. comment on se débrouille avec. Il y a un moment où il faut étudier pour avoir les clés. Il y a des moments où il faut renifler la couleur et l'odeur. Parce que c'est de Mm, l'info aussi. Bon, ben ça, les gourous, c'est très bien pour ça. mm, oui. Ouais. Et, et du coup, dans tout ça, les Shiva Sutras, elles sont arrivées comment? Moi, je suis tombé sur les Shiva Sutras par Aliette. D'accord. Parce qu'elle elle l'enseigne facilement. En fait, Aliette, elle a un genre de cursus idéal. Bon, après, les gens ont aussi des désirs, donc elle écoute les désirs des gens. Mais si tu n'aimais pas de désir, elle a un plan que j'ai bien suivi. Ah, moi, je disais toujours non, mais ça m'est égal. Avec Eve, avec mon amie Eve, on a fait à peu près les mêmes années avec Aliette. Et on n'exigeait rien. Donc on la laissait dérouler son fil dans les différents enseignements, enfin, les différentes versions. Hein. Mm, Et voilà. Elle utilise les Shiva Sutras comme introduction au shivaïsme. C'est d'accord. très bien vu. Ah ouais. Et Mais après, ça a l'air compliqué, les Shiva Sutras. ouais, dans un deuxième temps, elle proposera le Vijnana Bhairava Tantra. Donc justement là D'accord. où Shiva le bienveillant redevient Bhairava, celui qui fait peur. J'adore le truc, c'est vraiment cyclique. Hein. Donc Bhairava, c'est Mm, le nom de Shiva dans le shivaïsme parce qu'il fait peur, comme Rudra. C'est plus Shiva. Donc mm, ça, c'est une étude de qu'est-ce qui se passe en nous avec le désir à la peur. Hein, c'est un couple. Raga Dvesha, hein, on mm, dit souvent. Raga, le fait d'être attiré, mm, et Dvesha, le fait d'être repoussé. Mais ça vient avec mm, vouloir peur. Voilà. Et le désir, c'est idéal. Hein, autre chose. Mais il y a un couple d'opposés, vouloir peur. Vouloir saisir mm, et avoir peur
de la chose ou de l'échec, etc. Donc ça fait un couple d'opposés qui est super pratique. On l'a déjà vu, hein, Ragadvesha, on est passé là-dessus. Ouais. Hein, le désir, c'est un troisième point où là, c'est l'idéal, c'est absolutisé. Donc ça permet de bien séparer le désir du vouloir. Ouais. Là, ils sont très Hmm. forts, hein. Même tu as le sanskrit.